Si on devait être honnête 2 secondes, on admettrait que dans One Piece, les personnages les plus importants du monde sont presque tous des enfants de quelqu'un. Le fils du roi des pirates, le fils de l'homme le plus recherché du monde, ou même le fils d'un pirate légendaire. Et à force de le voir se répéter, une question finit par s'imposer au cœur de la communauté. Est-ce que ces personnages ont vraiment du mérite? Je veux dire, vu de loin, le constat est simple. Ace est le fils de Roger, Luffy est le fils de Dragon, Teach marche dans les pas de Xebec. 3 figures majeures, 3 héritiers, et un monde où être le fils de quelqu'un semble ouvrir toutes les portes. Alors, la critique est facile, le constat est simple. One Piece, c'est juste une histoire de népotisme, une histoire où le destin est écrit à la naissance, où les enfants de légende deviennent des légendes à leur tour. Mais, et si c'était justement l'inverse? Et si One Piece n'était pas une glorification de l'héritage, mais une critique permanente de ce qu'il fait aux individus? Arrêtez-vous un instant et regardez ça de plus près. Aucun de ces personnages ne vit de ce qu'il a hérité. Certains fuient leur nom, d'autres l'ignorent complètement. Bon, j'avoue, d'autres s'y accrochent au point de s'y perdre. Mais la question reste intéressante. Alors aujourd'hui, on va prendre le problème à l'envers. On va parler de Xebec, Roger, Dragon et toutes les grandes figures du monde de One Piece. Mais surtout, de ce que leurs enfants font de cet héritage. Le but n'est pas de savoir qui est le plus fort, mais de comprendre une question bien plus intéressante. Est-ce que ces personnages sont vraiment nés avec une longueur d'avance? Ou est-ce qu'ils ont dû, chacun à leur manière, se battre contre un destin qu'on leur avait déjà écrit? Si on prend un peu de recul, la critique paraît presque évidente. Parce qu'évidemment, dans One Piece, les noms ont du poids. Ils ne sont jamais neutres. Et chaque révélation sur une origine agit comme un tremblement de terre dans l'histoire. Les lignées semblent compter, les héritages reviennent sans cesse. Et plus le récit avance, plus il relie ces figures majeures à des générations passées. Ce qui finit par installer un soupçon assez logique. Et si ce monde était, au fond, dirigé par des dynasties déguisées? On a quand même le fils du roi des pirates, le fils de l'homme le plus recherché du monde, des descendants de familles fondatrices, des porteurs d'un Di transmis par le sang. Et à force d'accumuler ces révélations, on peut avoir l'impression que l'importance vient de la naissance. Comme si le récit suivait un schéma clair, où naître dans une bonne famille mène naturellement au centre du monde. Donc, forcément, la critique devient séduisante, précisément parce qu'elle simplifie tout. Elle donne le sentiment qu'il existe une règle invisible, presque automatique, où le sang décide de la place et où le destin serait inscrit dès le départ. Mais c'est justement ici qu'il faut prendre un peu de recul, parce que ce raisonnement repose sur une confusion assez profonde entre 2 réalités différentes. Avoir un parent célèbre et bénéficier d'un système qui protège réellement les héritiers. On suppose que si un personnage est lié à une grande figure du passé, alors cette connexion lui offre un avantage concret, qu'elle lui ouvre des portes ou qu'elle le place naturellement au-dessus des autres. Alors que lorsqu'on observe ce qu'il se passe réellement dans l'histoire, on découvre quelque chose de plus nuancé. Dans One Piece, un nom célèbre ne protège presque jamais. Il attire l'attention, il crée de la méfiance, ce qui change complètement la manière dont on doit poser la question. Parce que pour parler de népotisme, il faut qu'il existe un système qui récompense la naissance. Un monde où le sang garantit l'accès au pouvoir, où le nom suffit à obtenir une position que les autres ne peuvent pas atteindre. Et c'est précisément ce point qu'il faut examiner sérieusement avant de conclure que One Piece glorifie l'héritage. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit d'accord sur un truc. Quand je parle de népotisme, je ne parle pas simplement du fait d'avoir un parent célèbre, parce que sinon, on risque de juger le récit sur une définition floue. Et forcément, on va tirer les mauvaises conclusions. Mais déjà, c'est quoi exactement le népotisme? Le népotisme, ce n'est pas simplement avoir un parent célèbre ou porter un nom connu. Le népotisme, c'est un système organisé autour de la naissance. C'est un système dans lequel l'accès au pouvoir est garanti dès le départ parce que tu es né du bon côté, dans la bonne famille, au sein de la bonne lignée. C'est une structure où la position ne se conquiert pas, elle se transmet. Où les portes s'ouvrent avant même qu'on ait eu besoin de frapper. Où le sang pèse plus lourd que les actes. Dans un monde réellement népotiste, le mérite devient secondaire. L'effort devient presque décoratif. Et la lignée
remplace tout. Absolument tout. On ne te demande pas de prouver ta valeur puisque ton nom est déjà censé la prouver à ta place. Et cette logique produit toujours la même conséquence. Ceux qui sont bien nés sont protégés, installés, sécurisés. Le népotisme protège. À partir de là, la question doit être posée calmement et sans raccourci. Est-ce vraiment ce que One Piece nous montre? Je veux dire, est-ce que Ace a été protégé par le nom de Roger ou est-ce que son nom a fait de lui une cible avant même qu'il ait agi? Est-ce que Luffy a reçu des privilèges parce qu'il est le fils de Dragon? Et est-ce que les porteurs du Di sont traités comme des aristocrates naturels devant lesquels le monde doit s'incliner ou comme une anomalie que le gouvernement préfère éradiquer? Si on regarde attentivement, sans se laisser influencer par les effets de révélation, un détail devient difficile à ignorer. Dans One Piece, être le fils d'eux attire rarement des avantages concrets. Ce statut n'ouvre pas des portes, mais attire des conséquences. Donc ton nom ne te protège pas, il t'expose. Il ne te garantit pas non plus une place, il va seulement te créer une pression. Et surtout, il ne simplifie pas une trajectoire, il a tendance à la compliquer. Et c'est précisément à cet endroit que la critique du népotisme commence à se fissurer. Parce que si la naissance ne garantit ni protection, ni pouvoir automatique, ni immunité, alors on ne peut plus parler d'un système qui récompense le sang. On est face à quelque chose de différent, quelque chose de plus ambigu. Et c'est cette ambiguïté qu'il faut maintenant examiner. Et si cette ambiguïté persiste malgré tout, ce n'est peut-être pas seulement à cause de ce que montre l'univers de One Piece, mais aussi de la manière dont Oda raconte l'histoire. Narrativement, les origines sont presque toujours révélées tardivement. Les filiations apparaissent après que les personnages se sont déjà imposés par leurs actes, ce qui crée des chocs puissants. À chaque fois qu'un lien entre générations est dévoilé, le récit tremble, les regards changent, et le lecteur a l'impression que tout se connecte d'un coup. Oda relie constamment le présent au passé. Il fait dialoguer les époques. Il montre que les décisions d'hier façonnent les conflits d'aujourd'hui. Et quand un récit insiste autant sur les générations, il est facile de croire qu'il valide la transmission automatique du pouvoir. Après tout, on voit un père puissant, on découvre un fils important. Automatiquement, on associe les deux et on conclut un peu trop vite que la grandeur se transmet comme un héritage naturel. Mais attention, raconter une continuité n'est pas glorifier un privilège. One Piece parle énormément de mémoire. Il parle de promesses laissées en suspens, de rêves inachevés, de volontés qui traversent le temps. Ce n'est pas une histoire figée, c'est une histoire en mouvement permanent, où les générations ne se succèdent pas simplement, mais elles se répondent. Et c'est là que la confusion s'installe, parce qu'il est facile de mélanger transmission de volonté et transmission de statut, alors que ce sont deux dynamiques totalement différentes. Un statut se transmet verticalement. Il descend d'un parent à un enfant. Il installe quelqu'un à une position précise, souvent protégée par un système. Il donne accès à une place avant même que la personne ait eu besoin de la conquérir. La volonté, elle, ne fonctionne pas comme ça. Elle ne descend pas mécaniquement. Elle circule, elle traverse les individus. Elle peut être héritée par un fils, mais aussi par un inconnu. Elle ne garantit aucune position. Elle ne protège rien. Et surtout, elle ne remplace jamais l'action. Donc en gros, le statut t'installe, la volonté, elle te met en mouvement. Le statut te donne une place, la volonté par contre te donne une direction. Et si on veut comprendre ce que fait vraiment Oda avec les héritages, il faut absolument distinguer ces deux logiques. Parce que sans cette nuance, on risque de croire que l'importance narrative vient du sang, alors qu'en réalité, elle vient des choix. C'est précisément cette confusion qui entretient l'idée que One Piece serait une glorification du népotisme, alors que le récit passe son temps à montrer que le sang ne suffit jamais. Et tant qu'on ne sépare pas ces deux dynamiques, on passe à côté du point central. Au fond, le vrai sujet n'est pas de savoir s'ils sont des enfants de quelqu'un. La question n'est pas d'où viennent-ils. La vraie question est beaucoup plus simple et beaucoup plus précise. Est-ce que ce statut leur donne un accès que les autres n'ont pas? Quand on applique ce filtre, le paysage change complètement. Parce que dans One Piece, les seules personnes dont la naissance garantit réellement un pouvoir incontestable, immédiat et protégé, ce sont les dragons célestes. Eux n'ont rien à prouver, ne risquent pas leur position, ne conquièrent pas leur autorité.
Leur statut est inscrit dans le système lui-même. Il est reconnu, défendu et protégé par les institutions du monde. La marine les protège et les couvre. Et le simple fait qu'ils soient nés dans les 20 familles fondatrices suffit à leur assurer une domination que personne ne peut contester légalement. Et ça, ce n'est pas un hasard. Parce que si le récit voulait glorifier le népotisme, ce modèle serait présenté comme naturel, stable, peut-être même nécessaire à l'équilibre du monde. Alors qu'ici, c'est exactement l'inverse qui se produit. Les dragons célestes ne sont jamais montrés comme légitimes. Ils incarnent l'abus, l'arrogance, la déconnexion totale avec le reste du monde. Leur pouvoir héréditaire est décrit comme une injustice, comme une anomalie morale, comme quelque chose qui appelle à la révolte. Et ce détail change tout, parce que si le seul système véritablement népotiste de l'univers est aussi celui que le récit critique le plus violemment, alors on ne peut plus affirmer que One Piece célèbre la naissance comme source légitime de pouvoir. Au contraire, l'histoire semble dire que le pouvoir fondé uniquement sur le sang est précisément ce qui doit être remis en question. Et c'est à partir de là que l'analyse devient vraiment intéressante. Parce que si le népotisme existe clairement dans cet univers, il ne se trouve peut-être pas là où on croit. Et si les héritiers que l'on pointe du doigt ne sont pas des privilégiés installés, alors que sont-ils vraiment? Ace est probablement l'exemple le plus clair. Avant même d'avoir choisi une voie, avant même d'avoir levé le poing, il est déjà condamné par son origine. Le simple fait d'être le fils de Roger suffit à faire de lui une cible politique. Le gouvernement mondial ne cherche pas à comprendre qui il est, ni ce qu'il veut devenir. Il cherche à effacer ce qu'il représente. Il est traqué avant d'agir. Il est jugé avant même d'exister publiquement. À partir de là, on comprend bien que son nom ne lui ouvre aucune porte. Il est juste chassé. Alors que dans un monde réellement népotiste, être le fils du roi des pirates aurait dû lui offrir une légitimité symbolique, un réseau, une protection implicite chez certains pirates. Alors qu'ici, Ace ne bénéficie d'aucun capital social automatique. Il doit prouver sa valeur, combattre, grimper les échelons comme n'importe quel autre pirate. Pire encore, pour survivre, il a dû renoncer à son propre nom. Il a abandonné Goldie pour devenir Portcasse Ace. Comme s'il cherchait à se détacher d'un héritage trop lourd à porter. Et ce geste est révélateur. S'il avait été avantagé par sa naissance, il aurait revendiqué ce nom. Au lieu de ça, il tente de s'en libérer. À partir de là, son identité devient un poids. Son héritage devient une pression permanente. Et Marineford le prouve définitivement. Au moment de son exécution, il n'est pas condamné pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est censé incarner. Sengoku n'exécute pas seulement un commandant de barbe blanche, il met en scène la mise à mort du fils de Roger. Ici, l'objectif n'est pas de punir un pirate, mais d'effacer une lignée. Alors, on comprend bien que Ace ne bénéficie pas d'un système qui protège son sang. Il subit un système qui veut l'éradiquer à cause de son origine. Son héritage ne lui donne aucun avantage. Il le condamne avant même qu'il puisse choisir sa route. Et pour finir avec mes exemples, Sabo apporte un éclairage encore différent. Lui, pour le coup, est né dans un véritable milieu privilégié. Sa famille appartient à l'aristocratie de Goa. Il aurait pu bénéficier d'un système qui protège les siens, d'une position confortable, d'une ascension garantie dans la hiérarchie sociale. Et pourtant, il choisit de partir. Il renonce à ce privilège. Il rejette la logique de classe. Il quitte volontairement un système népotiste. Son engagement révolutionnaire ne découle pas d'un héritage de sang, mais d'un choix moral. Donc forcément, il ne gagne pas sa place parce qu'il est bien né. Il la gagne parce qu'il s'oppose précisément au monde qui valorise la naissance au détriment de la justice. Sabo, c'est l'exemple inverse. Il est né dans le népotisme et il le refuse. Et à ce stade, un constat s'impose. Chez les héritiers pirates, la naissance ne garantit rien d'automatique. Elle peut créer un danger, une pression, une responsabilité, mais elle ne remplace jamais l'épreuve. Leur héritage n'est pas un raccourci vers le sommet, c'est un poids supplémentaire à porter. Parce qu'au fond, dans One Piece, naître du bon côté ne suffit jamais. Il faut décider de ce que l'on garde et surtout de ce que l'on refuse. Bon,
Petite pause pour respirer parce que jusqu'à là j'ai dit énormément de choses. Peut-être employer des mots trop techniques, j'en sais rien. Je fais au maximum pour que vous puissiez comprendre et suivre ce que je dis. J'espère que jusqu'à là, je vous ai pas perdu. En tout cas, j'en profite pour vous demander de vous abonner, de liker, de commenter. C'est encourageant et ça aide la chaîne à progresser. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. On peut reprendre. Jusqu'ici, on a parlé des héritiers. Mais pour comprendre vraiment si One Piece fonctionne sur cette logique, il faut regarder ceux qui dominent réellement le monde. Il ne faut pas toujours s'attarder sur les révélations chocs ou sur les filiations symboliques, mais les puissances concrètes. Qui tient les mers? Qui maintient l'équilibre mondial? Qui impose sa loi par la force? Et quand on observe ces figures-là, un détail saute aux yeux. La plupart d'entre elles ne doivent rien à une grande lignée. Prenons les empereurs. Big Mom ne descend d'aucune dynastie pirate. Elle n'est pas l'héritière d'un trône maritime. Enfant abandonnée, marginale dès le départ, elle s'impose par une force monstrueuse et par une volonté dévorante. Son pouvoir ne lui est pas transmis, il est arraché. Dans la même logique, Kaido n'est pas le fils d'un pirate légendaire. Il n'est pas protégé par son nom. Pire que ça, il est vendu par son propre royaume, utilisé comme arme, puis il gravit les échelons par la guerre et la violence. Il devient finalement empereur, non pas parce qu'il hérite d'une position, mais parce qu'il survit à tout. Et cette logique se dessine même du côté de la marine. Akainu, Aokiji, Kizaru, Fujitora, Ryokyogu, aucun d'entre eux n'est introduit comme l'héritier d'une lignée mythique. Aucun ne doit sa position à un nom transmis. Leur autorité ne vient que de leur force, de leur carrière, de leur engagement dans l'institution. Ce sont pourtant eux qui maintiennent l'équilibre mondial. Ce sont eux qui affrontent les empereurs. Ce sont eux qui incarnent la puissance militaire du gouvernement. Et ils ne doivent rien à une dynastie. Même Barbe Blanche, l'homme qui rivalisait avec Roger, n'est pas présenté comme l'héritier d'un grand nom. C'est juste un orphelin, rien de plus. Il ne reçoit pas une famille, il a créé. Finalement, son pouvoir ne vient pas d'un sang prestigieux, mais de sa propre force. Ce constat change complètement la perspective. Si One Piece était réellement une œuvre fondée sur le népotisme, les sommets du monde seraient occupés par des lignées établies, par des héritiers protégés, par des dynasties stables. Alors que ce qu'on observe, c'est tout l'inverse. Les figures qui dominent sont, pour la plupart, des titans autoconstruits, des individus qui ont gravi les échelons par la force, par l'ambition, par la stratégie, parfois par la brutalité. Et le monde de One Piece n'est pas structuré autour d'une aristocratie pirate. Il est dominé par des individus qui ont bâti leur puissance par leurs propres moyens. Et à ce stade, l'argument devient difficile à ignorer. Si le pouvoir réel n'est pas monopolisé par des lignées, alors le récit ne fonctionne pas comme une glorification du sang. Il fonctionne comme une mise à l'épreuve permanente. Si malgré tout ce qu'on vient d'analyser, l'idée du népotisme persiste, ce n'est pas forcément parce que le raisonnement est solide, c'est aussi parce qu'on confond deux choses très différentes, l'importance narrative et le privilège structurel. Dans un récit long comme One Piece, les personnages centraux sont souvent liés à des événements majeurs du passé. Ils sont connectés à des figures historiques, à des secrets enfouis, à des conflits anciens. Narrativement, ces connexions donnent du poids, de la profondeur, de la continuité. Elles créent du sens. Mais donner du sens n'est pas donner du pouvoir. Un personnage peut être central dans l'histoire sans être protégé par le système. Il peut être lié à une lignée importante sans bénéficier d'aucun avantage concret dans le monde qu'il habite. Donc, ce qu'Oda construit, ce n'est pas une aristocratie, c'est une continuité dramatique. Et les révélations sur les origines ne servent pas à dire « voilà pourquoi il est au sommet ». Elles servent à élargir l'arrière-plan, à montrer que les conflits d'aujourd'hui prolongent ceux d'hier. La lignée devient alors un outil narratif pour relier les époques, pas un mécanisme pour distribuer des privilèges. Autrement dit, l'importance d'un nom dans le récit ne signifie pas qu'il fonctionne comme un capital à l'intérieur du monde. C'est une différence de niveau. Au niveau narratif, le nom enrichit l'histoire. Au niveau politique, il ne garantit rien. Et c'est précisément ce glissement que beaucoup de lecteurs font sans s'en rendre compte. On prend la centralité d'un personnage dans le récit pour une preuve qu'il bénéficie d'un avantage structurel dans l'univers.
alors que ce sont deux plans distincts. L'un relève de la construction du mythe et du lore, l'autre relève du fonctionnement du monde. Confondre les deux, c'est projeter sur l'histoire une logique qu'elle ne met jamais vraiment en place. Et peut-être qu'au fond, on s'est trompé de mots, parce que ce n'est clairement pas une histoire de lignée, mais une histoire de relais. Et dans One Piece, les noms traversent le temps, mais ils ne transportent jamais des trônes. Ils transportent des promesses, des échecs, des rêves interrompus. Quelque chose qui refuse de disparaître. Et ce n'est pas le sang qui circule le plus fort, c'est la volonté. Une volonté qui ne s'impose à personne, qui ne protège pas. Elle passe et elle attend. Elle attend que quelqu'un décide de la porter. Et c'est peut-être ça, la vraie différence. La naissance te situe dans l'histoire, mais elle ne t'écrit pas. Et ce qui compte, ce n'est pas d'où vient le nom, c'est ce que tu en fais. Et c'est pour ça que cet univers ne te parle pas de privilèges, mais de passage. Ce moment où quelque chose t'est transmis et où tu dois décider si tu l'abandonnes ou si tu te lèves pour continuer.